Dernier quart d'heure, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières. Benjamin Louvet est avec nous en plateau, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest Asset Management. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. Bon, d'habitude, on parle du pétrole, on parle du cuivre parce que la transition, je renvoie à votre dernier ouvrage que vous avez publié il y a à peine quelques mois maintenant, Benjamin, où on parle de l'or. Là, on parle de tout, parce que c'est l'ensemble du complexe matières premières, comme on dit, qui se réveille comme d'un seul homme aujourd'hui. C'est le rebond du chat pas mort. Non mais, non mais c'est pas juste une catégorie ou une autre de matières premières. Là, c'est toutes les matières premières. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont pour des raisons très différentes. Ah bah. Vous parliez du pétrole, effectivement, sur le pétrole aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire que c'est la matière première qui focalise le plus l'attention, peut-être avec l'or aussi en ce moment, mais parce qu'il y a des problématiques géopolitiques. Et effectivement, ces problématiques géopolitiques ont entraîné le prix du pétrole à la hausse. On a des craintes. La dernière en date, c'est l'attaque du consulat iranien à Damas, en Syrie, qui ont fait craindre à nouveau un embrasement de la situation. Et ça justifie une prime géopolitique, effectivement, de quelques dollars qu'on voit. Il y a également des contraintes sur le raffinage, avec les frappes ukrainiennes qu'il y a pu y avoir sur les raffineries russes, qui amènent un petit peu de crainte. Néanmoins, j'ai envie de vous dire que c'est presque la matière première sur laquelle je suis le moins inquiet, parce que, il ne faut pas oublier une chose, Grégoire, c'est qu'on est quand même dans une situation où les gros pays producteurs qui ont des compagnies nationales, les pays de l'OPEP, auxquels on associe les pays de l'OPEP+, dont la Russie, ont décidé de coupe dans leur production. Et aujourd'hui, la production est réduite d'à peu près 3 millions de barils par jour. Ce qui veut dire que si le prix du baril devait venir à se tendre, les pays de l'OPEP pourraient difficilement laisser leurs clients dans une situation économique compliquée avec un prix du pétrole trop élevé, sans remettre ce pétrole sur le marché. Et donc on a il serait capable de s'ajuster assez vite pour équilibrer, comme ils disent, le marché. Oui, surtout que les réunions restent ouvertes aujourd'hui au niveau de l'OPEP, et donc il y a la possibilité d'agir assez vite si besoin était pour remettre du pétrole sur le marché. Donc je suis moins inquiet. Toutes choses égales par ailleurs. Évidemment, si on a un embrasement de la situation au Moyen-Orient, là, on rentre dans un tout autre scénario. Et là, ça nous amènera peut-être à nous intéresser à la deuxième matière première que vous évoquez, qui est l'or. Il est clair qu'aujourd'hui, l'or monte pour plein de raisons, notamment pour les raisons géopolitiques. L'or est considéré par beaucoup comme une valeur refuge, et dans un contexte un peu incertain, il retrouve de l'intérêt des investisseurs. Oui, mais pourquoi maintenant ? Alors, je veux dire, le risque géopolitique, il est permanent, il est total, il est envahissant partout depuis des années. C'est grave au fur et à mesure. Certes. Mais il n'y a pas que ça. Alors, à côté de ça, on a d'autres éléments. Le premier, et je pense le plus important, c'est le changement d'attitude des pays asiatiques vis-à-vis de l'or. Enfin, ils ont toujours beaucoup aimé l'or. Mais là, dernièrement, il y a eu plusieurs éléments qui les ont amenés à s'intéresser encore plus à ce marché. Le premier, c'est la moindre performance des autres classes d'actifs. On a eu un immobilier en Chine qui a été énormément souffert, des marchés actions qui ont énormément souffert, qui ont ramené ces investisseurs asiatiques vers le marché de l'or. Le retail chinois peut faire la différence sur un marché comme l'or aujourd'hui. On le voit aujourd'hui, notamment sur les détentions des ETF. Quand vous regardez les détentions d'ETF dans les pays occidentaux, ça bouge pas. Il n'y a pas de collecte. Il y a eu un petit rebond en mars, et puis ça s'est détendu tout de suite. Il n'y a pas vraiment de reprise. On y reviendra après. C'est peut-être ce qui peut faire la deuxième jambe de hausse de l'or en deuxième partie d'année. Là, pour l'instant, ce sont les investisseurs asiatiques d'une part, et c'est assez étonnant parce que historiquement, les Asiatiques ont plutôt tendance à profiter des phases de baisse pour racheter et de vendre dans les phases de hausse, alors que en Europe, on a plutôt tendance à courir un peu tout le temps après le marché. On traite le momentum, quoi. Et là, en ce moment, il y a une vraie volonté des Chinois qu'on retrouve aussi du côté de la Banque centrale. La Banque centrale, au mois de mars, a acheté encore 5 tonnes d'or. C'est le 17e mois consécutif que la Banque centrale chinoise achète de l'or. Oui, mais comme vous dites, ça fait 17 mois déjà. On voit aussi maintenant la Banque centrale indienne qui commence aussi à acheter de l'or. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une nouvelle qui est passée assez inaperçue, mais il y a quelques semaines, le gouvernement indien a changé la taxation des importations d'or par la Banque centrale. Et ça peut peut-être ouvrir le potentiel pour cette banque centrale indienne d'acheter davantage d'or dans de meilleures conditions. Et on le voit très bien parce que quand on regarde la cotation de l'or dans les pays asiatiques, et notamment en Chine, on constate qu'il y a même une prime sur les transactions physiques et même une prime sur la transaction de certains ETF. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très positif et qui peut expliquer alors pourquoi ils achètent de l'or. Une des questions qui peut se poser, c'est qu'on voit depuis très longtemps se développer un discours autour du dollar et des risques sur le dollar. L'élection de Trump éventuelle en novembre prochain
fait craindre beaucoup de choses pour le dollar. On pourrait se retrouver, Trump a déjà annoncé des baisses d'impôts, on est déjà sur un niveau de déficit qui est au-dessus des 6%. À un moment ou à un autre, la question du dollar va se poser, la question de la dette va se poser, la question du déficit va se poser. Et dans ce contexte-là, l'or peut être intéressant. Ouais. Alors, dans la deuxième partie d'année, Mais ce que vous dites, oui, le point, pour parler de la deuxième partie d'année, c'est que vous dites, aujourd'hui, le retail en Asie est à la manœuvre, mais dans les pays occidentaux, quand on regarde les ETF, le retail occidental n'est pas sur l'or aujourd'hui. Et c'est très intéressant parce que ça explique deux choses, Grégoire. La première, c'est la décorrélation qu'on a vu se produire depuis maintenant 18 mois entre l'évolution du cours de l'or et l'évolution des taux d'intérêt réels. Bien sûr. Dans les pays occidentaux et notamment aux États-Unis. On a vu les taux d'intérêt réels remonter. Mais oui. Et donc, normalement, ça fait baisser l'or, puisque l'or n'a pas de rémunération. Donc, normalement, il baisse. Et là, il a continué à monter. Peut-être du fait des achats des pays asiatiques. Mais si, dans la deuxième partie d'année, les Occidentaux en reviennent à cette corrélation historique, historiquement, on considère que l'or et les taux d'intérêt bougent en sens inverse et qu'1% de variation sur les taux d'intérêt entraîne 22% d'appréciation ou de dépréciation de l'or en fonction du score. Donc si dans la deuxième partie d'année, on a bien les baisses de taux qui sont attendues par les banques centrales des pays occidentaux et que dans le même temps, les investisseurs reprennent ce mantra de corrélation inverse entre l'or et les taux d'intérêt réels, eh bien, on pourrait avoir une deuxième vague de hausse de l'or. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'analystes, effectivement, redeviennent très positifs sur ce marché et qu'on voit des prévisions de $3 000, possiblement à horizon. On verra, parce que là, le quantum des baisses de taux est en train de se réduire à vitesse grand V. Il est en train de se réduire pour cette année, mais il ne fait pas beaucoup de doute après sur le plus long terme. Et puis, il y a aussi autre chose, Grégoire. N'oubliez pas que nous, on raisonne toujours sur les matières premières en taux réels. Oui. Si le quantum de baisse de taux est en train de se réduire, c'est parce que l'inflation est plus forte que prévu. Et donc les taux réels, eux, au final, ne changent pas réellement. Dans les perspectives. Sur le taux réel 10 ans américain, on est autour de 2%. Effectivement, on avait dû tomber entre 1,5 et 1,8 peut-être en fin d'année dernière. On est remonté quand même ces dernières semaines. Tout ça pour dire qu'il y a encore du potentiel sur l'or. C'est important de le souligner parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. Nous, on avait un objectif chez Ophi Invest AM en début d'année aux alentours de 2300 à 2400 $. On y est. Mais on n'y est pas pour les raisons qu'on attendait. Et ces réseaux devraient se développer au deuxième semestre. Et donc, on a des bonnes raisons d'être optimistes. Bon, l'autre grande question, évidemment, ce sont les métaux industriels. Alors, il y a le cuivre, mais c'est aussi l'aluminium et d'autres métaux. Le cuivre, comment vous regardez le réveil enfin du cuivre, Benjamin? Est-ce que c'est avant tout le rattrapage, l'amélioration de la conjoncture globale, la réaccélération de la croissance mondiale, pour dire les choses, et notamment chinoise, avec peut-être la fin du déstockage chinois? On en a beaucoup parlé avec vous, mais pour expliquer pourquoi le cuivre ne montait pas, c'est qu'il y avait des stocks en Chine qui n'avaient pas été apurés. Si ces choses faites, est-ce que la hausse du cuivre de l'ordre de 10% peut-être sur ces dernières semaines, est-ce que c'est avant tout une question cyclique conjoncturelle, ou est-ce que c'est le début du grand trade de la transition énergétique documenté notamment par vos soins depuis longtemps maintenant, Benjamin? Alors, on a fait 2 papiers depuis le début de l'année. Un premier papier en début d'année pour présenter nos perspectives où on disait le marché va rester difficile sur les métaux jusqu'au 15 mars à peu près. Et donc là, sur le coup, on a été plutôt bien. Mais c'était pas un timing au hasard. Les suites. J'imagine bien. C'était les suites du Nouvel An chinois qui se terminait le 24 février, le temps que les affaires se remettent en route. On avait dit jusqu'au 15 mars, ça va rester volatile. Et à partir de là, on devrait retrouver de meilleures conditions. Une tendance. Première chose. Deuxième papier, on a publié un papier tout récemment qui s'appelle Cuivre 2023 année zéro. En 2023, quand même, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, on a pu vérifier l'inélasticité de la demande de cuivre au secteur traditionnel. Dr Copper n'est plus Dr Copper, c'est Dr Green. C'est-à-dire que maintenant, il réagit aussi à la demande pour la transition énergétique. Et l'année dernière, alors que l'activité traditionnelle était en baisse, la demande de cuivre a été en hausse parce que les secteurs de la transition énergétique ont beaucoup accéléré. Depuis le début de l'année, ça continue. La Chine, qui avait fait des chiffres proprement hallucinants l'année dernière sur la croissance des énergies renouvelables, est encore en accélération depuis le début de l'année. Et puis, parallèlement à ça, vous avez une activité manufacturière partout dans le monde qui s'améliore. Et donc, cette année, on attend une croissance de la demande de cuivre. Et possiblement la construction demain. On attend une croissance de la consommation de cuivre en Europe, une croissance de la consommation de cuivre aux États-Unis. En Chine, sur janvier-février, la demande apparente de cuivre est en hausse de 12%. Et donc, côté offre, on n'arrive plus à suivre parce qu'il n'y a pas de nouveaux projets. Il y a eu des ralentissements au Chili parce que pour des problèmes géologiques, il y a eu une fermeture de mines au Panama. Et donc, on se retrouve au début, probablement, 2024 pour nous et l'année 1, où on devrait avoir l'inélasticité de la demande de cuivre
au cycle économique traditionnel, mais aussi d'inélasticité des prix. Et pour nous, c'est le début de la tendance séculaire du cuivre qui devrait emmener le cuivre beaucoup plus haut, parce que sur les matières premières, encore une fois, on doit équilibrer l'offre et la demande. On n'a pas le choix, on ne peut pas consommer une matière première qu'on n'a pas. Et le seul moyen d'équilibrer la matière première quand il n'y a pas assez d'offres et trop de demandes, c'est le prix. Il faut que le prix monte. Et donc, on a un potentiel de hausse encore sur le cuivre qui est très important. On peut parler de 20-25% sans problème de hausse sur ce marché. Il nous reste 1 minute 30. Est-ce qu'il y a une autre matière première là qu'il faut mettre en avant quand on parle justement de ce segment avec vous aujourd'hui, Alors, Benjamin ? je donnerai un dernier point sur le cuivre aussi, qui vient ajouter à l'attention. C'est l'intelligence artificielle. Elon Musk a commencé à en parler. Les data centers qu'il faut développer pour l'intelligence artificielle, 1 gigawatt de data center, c'est 50 000 tonnes de cuivre. Il va y en avoir 5 qui vont être construits, 5 gigawatts qui vont être construits aux États-Unis, qui fait 50% du marché, ça fait 10 au niveau mondial, ça fait 500 000 tonnes de cuivre, ça fait 2% de la production mondiale. C'est énorme. Waouh. 2% qui viennent de nulle part. Et puis on sait que c'est une tendance qui ne fait que commencer et qui ne va faire que s'accélérer. Donc ça rajoute de la difficulté. À la difficulté de la transition énergétique s'ajoute la difficulté de la transition numérique avec l'émergence de cette intelligence artificielle. Et ça, je pense que c'est un facteur qu'il faut absolument prendre en compte pour la tendance des métaux qui va encore s'accentuer grâce à ça. On est performant sur le recyclage du cuivre ? Oui, c'est aujourd'hui, marché où on quand même, parce bien. que du coup, on va faire attention maintenant. Mais le problème du cuivre, comme de beaucoup de métaux industriels, c'est que quand vous mettez, je vais prendre un exemple très simple, quand vous mettez du cuivre dans une éolienne pour faire l'alternateur de l'éolienne, le cuivre, il est là pour 25 ans. Il est immobilisé. Pour 7 ans. Donc voilà, donc, le problème, c'est comment on gère la période des 20 prochaines années. Après, on va passer dans une phase où on aura davantage à recycler. Là, on a des nouveaux usages qui vont faire des immobilisations longues et ça va compliquer notre tâche encore pour les années qui viennent. Merci beaucoup Benjamin, merci d'être venu nous voir pour parler de ce complexe des matières premières qui se réveille depuis quelques semaines et quelques mois maintenant et qui est un marqueur de ce premier trimestre, enfin en tout cas de ce début d'année 2024 sur les marchés. Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest AM, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.